Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et il est temps de faire un point avec les avocats. Je reçois Séverine Mana. Bonsoir Séverine. Bonsoir Silvano. Alors première question, hier j'ai eu plein de questions, il y a encore ce matin, puisque évidemment c'est paru dans la presse mainstream. Coronavirus, le parquet de Paris ouvre une vaste enquête sur la gestion de la crise. L'enquête est ouverte pour homicide involontaire, blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, abstention volontaire de combattre un sinistre et non-assistance à personne en péril, annonce le procureur de Paris, Rémi Heiss. Ça nous plaît bien, mais est-ce que c'est vous ? Non, ce n'est pas nous. Ce sont des actions qui ont commencé, des plaintes qui ont été déposées il y a un petit bout de temps. Et donc, c'est très bien que le procureur de Paris s'en saisisse. Et je pense que ça fait écho à une lettre en fait, que le gouvernement avait envoyée à tous les magistrats en leur rappelant les règles d'analyse en fait des plaintes qu'ils doivent recevoir, en leur rappelant notamment la jurisprudence. Donc on avait, je dirais, un peu cette lettre avait fait un petit peu avait gêné un peu les magistrats aux entournures parce qu'on leur rappelait en fait leur travail. Donc du coup, c'est plutôt pas mal que le parquet s'en saisisse. Alors on va voir ce qui va en sortir, mais on voyait déjà dans les articles de BFM et France Info qu'on nous disait « Oh oui, mais vous savez, ce sera apprécié par rapport à la connaissance que nos dirigeants avaient à l'époque des différentes… de tout ce qui était traitement, de tout ce qui était possibilité de traiter, de tester, voilà. Donc en fait, on sent déjà que le mainstream en fait a envie un petit peu de déjà amnistier en fait le gouvernement. Donc voilà, c'est la façon dont c'est présenté, c'est à prendre avec des pincettes. On va voir ce qui va en ressortir, mais bon, nous, on n'a pas encore lancé ce volet-là. C'est clair, en sachant que Internet a une mémoire et qu'on a quand même pas mal de choses dans une émission précédente. Je montre quand même que la connaissance était quand même un petit peu connue avant la France, notamment en Corée du Sud. Donc, où on en est avec… Absolument, je rebondis juste sur ce point-là. C'est qu'effectivement, il est possible qu'on ait à démontrer que le gouvernement avait bien ces infos-là à ce moment-là et que s'ils ne les ont pas appliquées, c'est là que ça risque de poser un problème. C'est tout à fait ça. Voilà, tout le travail que notre procureur de Paris devra faire. Tout à fait ça. Et nous, on en est où alors, Séverine ? Alors, nous, écoutez, grande annonce cette semaine parce que nous allons lancer donc la première action, le recours en fait devant le Conseil d'État. Donc, probablement la semaine prochaine, vous allez recevoir un petit mail en fait qui va vous expliquer la procédure à suivre. C'est-à-dire qu'on va vous demander, vous savez, dans votre abonnement, vous avez différents niveaux de contribution qui correspondent à différentes… en fonction de votre contribution, vous avez le droit de participer à 1, 2, 3 ou 4 procédures. Et donc, la semaine prochaine, vous allez avoir l'opportunité en fait, de participer à la première. Ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir, en fonction de votre nombre de droits de participation, vous pouvez choisir celle-ci ou une autre. Et puis, indépendamment de tout, on a dit que si les personnes ne voulaient absolument pas participer à une procédure, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va vous demander la semaine prochaine parce qu'on a besoin quand même d'avoir quelques contributeurs qui se désignent volontaires pour être partis aux actions. Donc, c'est ce que vous allez recevoir la semaine prochaine. Et donc, nous allons pouvoir lancer la première action, voilà, qui est le recours contre le Conseil d'État. Donc, en fait, je comprends. Pardon. Au départ, on était parti pour moi, pour les 4 actions qu'on avait définies. Certains en ont choisi 3, certains en ont choisi 2, certains en ont choisi 1. Hein. 0, ce n'est pas possible parce que sinon, ils n'auraient pas pu s'inscrire. Donc, ceux qui en ont choisi 3, 2, 1, la semaine prochaine, décident si celle que vous envoyez
ils ont envie d'y participer ou pas, Voilà, ils préfèrent participer à une autre. Hein. voilà. Mais d'accord, ben, ça c'est bien, c'est super, comme ça permet à chacun de choisir l'action à laquelle, moi je les prends toutes, hein. Et donc à laquelle ils veulent aller au front. Il y en a déjà un. Ouais, non, sûr, certains à fond, quoi, il y en a ras-le-bol. Et, tu peux en dire un peu plus sur cet acteur? Alors oui, on va développer un certain nombre d'arguments. Justement, toute l'actualité, en fait, nous sert énormément. C'est-à-dire que l'actualité travaille pour nous, hein, le gouvernement travaille pour nous, le législateur actuel travaille pour nous. Donc, ça nous permet en fait de développer toute une argumentation, mais qui met clairement en fait enfin, qui met la lumière en fait sur je dirais, une communication et un traitement différencié de cette liberté de prescrire. On voit en fait qu'il y a vraiment plusieurs vitesses. Si on est remdesivir, on a une première vitesse. Si on est lopinavir, rotonavir, on a une deuxième vitesse. Si on est hydroxychloroquine, il y a une... Voilà, donc tout ça, en fait, on voit bien que ça n'avance pas au même rythme et qu'il y a un petit peu. Je pensais en fait à une sorte de favoritisme, un peu comme à l'école primaire, la maîtresse a ses chouchous. Voilà, c'est un peu ça. Donc on va, voilà, de manière simple, en fait, si je peux vous l'expliquer comme ça, c'est que on va mettre ça en avant. C'est qu'il y a effectivement des traitements qui ont été chouchoutés au détriment d'autres. Et puis, et ça, en fait, en s'affranchissant d'un certain nombre de règles qui pourtant sont là pour s'assurer que le conseil qui doit être donné en fait au gouvernement qui prend ces décrets devrait être objectif et impartial. Et donc ça, la semaine prochaine, c'est directement devant le Conseil d'État? Voilà, ça va être voilà, le recours va être placé la semaine prochaine. Voilà, à partir de la semaine prochaine, il faut juste qu'on puisse savoir en fait qui va porter le recours. On a donc besoin de quelques participants, mais voilà, ce sera la première étape. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a le dépôt et ensuite il va y avoir, ça va pas être tranché le jour même, hein. Donc il y a un délai de procédure, voilà, qu'on pourra vous donner plus précisément lorsqu'on aura la date de dépôt exacte. Donc là, pour bien, Et ça y est, on enclenche, on est dans le dur là. donc là, pour bien comprendre, parmi les plus de 20 000 là, qui se sont engagés avec cette procédure, admettons, hein, je raconte des bêtises, on va simplifier, il y a 10 000 qui disent allez, je suis d'accord pour aller devant le Conseil de l'État. Donc la procédure, ce sera les avocats emmènent 10 000 plaignants devant le Conseil de l'État. Voilà. D'accord. Mais là, j'espère quand même que ça fera un peu de bruit, quoi, quand même, parce que je sais pas. Moi j'ai pas l'habitude, mais en France, il y a combien de procès qui ont emmené 10 000 ou 20 000 plaignants devant la justice? Non, c'est sûr, cette action est sans précédent, je dirais, parce que effectivement, on a réuni beaucoup de monde. Vous savez, c'est ça, c'est que cette action, elle réunit des gens de différents bords, en fait. Et chacun vient avec ses moyens, chacun vient avec sa vision des choses. Mais aujourd'hui, ce qui réunit, en fait, les gens, c'est ce que j'appelle aussi le plus petit dénominateur commun. Et c'est là, en fait, où on s'aperçoit que ben, finalement, dans tout ce groupe-là, il y a des gens qui sont de tous les bords. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, en fait, avec ce nombre. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui se joindra au premier recours, parce que justement, ce sera le premier et que c'est important, en fait, de marquer les choses. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, voilà, l'action commence à attirer beaucoup l'attention parce que effectivement, on est nombreux et qu'on est une vraie communauté, une vraie équipe. Alors, pour bien comprendre, Séverine, parce que moi je le sais, mais c'est pour tous les auditeurs, tu peux expliquer ce que c'est quand même le Conseil d'État par rapport à allez, je porte plainte parce que j'ai reçu un PV, je n'étais pas d'accord, je vais au tribunal administratif. D'accord. Alors, c'est Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême en droit administratif. Et c'est elle qu'on va voir, on va devant cette juridiction-là lorsqu'il y a un texte, un décret
un arrêté en fait qui n'est pas conforme en fait aux principes, à certains principes. Alors, sans entrer dans le trop technique, mais par exemple, enfin, je vous dirais, la liberté de prescrire, c'est ce qu'on appelle en fait un principe général du droit et qui a une valeur constitutionnelle. Donc, en fait, c'est un principe un peu sacro-saint qu'on ne doit pas euh, limiter ou amputer, sauf pour des raisons graves et puis d'une façon proportionnée. Donc, du coup, nous, ce qu'on va aller faire valoir devant le Conseil d'État, c'est de dire, bon, ben voilà, nous, on estime que la liberté de prescrire, vous l'avez trop amputée et qu'il n'y avait pas de justification derrière. Voilà, c'est un peu ce qu'on va faire devant le Conseil d'État. Pour donner un petit peu un exemple, le Conseil d'État avait abrogé le décret de la mairie de Sceaux qui demandait à ses concitoyens de porter des masques en plein centre-ville. À partir de là, il y a eu d'autres maires qui ont décidé de faire des décrets pour obliger les citoyens à porter des masques au centre-ville quand la pandémie était finie. Elle est finie, la pandémie. Et donc là, on a une référence du Conseil d'État, c'est ça? Oui. Et ça veut dire que, en fait, ces maires, même s'ils prennent un décret, ils prennent le risque de se faire tout de suite dessaisir par le Conseil d'État. Oui, de faire annuler en fait leur arrêté. Parce qu'effectivement, le Conseil d'État a une fonction de contrôle de tous ces actes administratifs. Et c'est d'ailleurs en fait ce qu'on appelle une compétence exclusive. C'est la seule juridiction en fait qui est capable de faire ça. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le recours en excès de pouvoir. Et quand le Conseil d'État rend un avis, est-ce qu'ensuite on peut aller en appel contre l'avis du Conseil d'État? Alors non, c'est la juridiction suprême. Alors ça ne s'appelle pas un avis. Là, pour le coup, c'est selon en fait les cas, mais c'est une ordonnance, un arrêt, mais y a pas de, c'est la juridiction suprême. Il n'y a pas de niveau. Après, si ça ne nous convient pas, on peut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Pourquoi il y a des maires qui s'amusent à prendre des décrets alors que le Conseil d'État a dit que le port du masque en plein centre-ville n'était pas du tout obligatoire? Alors c'est comme la jurisprudence, je dirais judiciaire, c'est comme partout, c'est qu'il y a une interprétation en fait des textes et de la loi que les maires ou que les juridictions inférieures en fait font. Le droit est quelque chose qu'on appelle, nous, ce qu'on apprend à la fac, c'est que le droit est mou. Le droit est mou parce qu'on peut l'interpréter, on peut le contourner, et donc du coup, il y a des juridictions suprêmes qui sont là pour veiller à ce que l'application soit correcte. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant l'arrêté d'un maire, il peut toujours être contesté, ou même un décret ou un arrêté pris par un organe du gouvernement. Donc, nous, on est là effectivement pour faire d'éventuels recours en excès de pouvoir. D'accord. Après, j'ai eu beaucoup de questions parce que vous avez envoyé un emailing hier où vous avez envoyé une vidéo avec une chanson. Oui. Alors, on trouvait que le message en fait qu'elle faisait passer, enfin, faut se concentrer sur la liberté de soigner. Pour nous, c'est ça en fait qui est important. Et ce message qu'elle fait passer avec ses moyens, cette jeune femme, on trouve que c'est assez symptomatique de la réalité. C'est que finalement, on se retrouve, nous tous, avocats, artistes, chanteurs, caissiers, caissières, infirmiers, médecins, tous autant qu'on est, face à ce problème-là, on se retrouve à vouloir défendre la liberté de soigner. Alors, bon, dans sa chanson, elle défend pas mal Raoult, mais la liberté de soigner n'est pas l'apanage de Raoult, hein, il n'a pas le monopole là-dessus. Donc, bon, elle aime bien, peut-être elle aime bien Raoult, j'en sais rien. Mais nous, on a trouvé que c'était quand même un message. C'est passé, si vous voulez, de façon assez légère. C'est vrai qu'on est dans un climat quand même depuis quelques mois qui est un petit peu lourd. On parle toujours très très sérieusement. Et c'est vrai qu'hier, en écoutant cette chanson, on a tous, autant qu'on était confrères, réagi de la même manière en disant mais c'est super, en fait c'est un peu de bonne humeur et puis c'est un peu léger parce qu'effectivement,
Nous, notre cours en excès de pouvoir, c'est beaucoup moins léger que ça. Mais oui, mais moi je suis d'accord. Voilà. Dès que j'ai entendu la chanson, je l'ai publiée sur mon mur Facebook et en disant que chacun ses moyens, quoi. Un dessinateur, qu'est-ce que il va dessiner avec ses moyens? Donc il va faire des dessins humoristiques ou pas pour défendre sa liberté d'être soigné, lui. Ben, un caissier, il a un petit peu beaucoup moins de moyens, mis à part parler aux gens qui passent, et ainsi de suite. Elle, ben, elle a fait une chanson, moi, je trouve ça super, chacun ses moyens. Si tout le monde faisait pareil, avec chacun ses moyens, et Oui, ben, c'est ça. ça irait beaucoup mieux dans ce monde. C'est ça, je pense qu'il faut pas rechigner en fait avec le messager. Hein. Le message reste le même pour tout le monde. Moi, quand effectivement je vais vous parler de l'actualité et de ce qui se passe, ça va être beaucoup moins léger et beaucoup moins enrobé, mais le message restera le même. C'est qu'effectivement, on veut notre liberté de soigner. Et là, je vais faire une transition justement sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est qu'on parle beaucoup en fait en ce moment d'un autre avis du Haut Conseil de la santé publique qui est relatif à l'usage des anti-infectieux dans le traitement du Covid. Et voilà, donc apparemment cet avis, si vous voulez, même dans le contexte actuel où on a quand même beaucoup de remises en cause des dernières études qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine, sur les autres traitements comme le remdesivir, et puis également voilà toute cette défiance par rapport à la science, qui finalement, la science en fait, elle apparaît un peu aujourd'hui comme la bourse. Ça monte aujourd'hui, ça descend demain, c'est blanc aujourd'hui, c'est noir demain. On penserait que la science était quelque chose d'un peu plus stable. Enfin, voilà. Et là, finalement, malgré en fait ces hauts et ces bas, on voit que le gouvernement, eux, ils sont très stables en fait sur leur ligne de conduite. Et ça interroge. C'est-à-dire qu'au moment en fait, où on a des éléments qui condamnent l'hydroxychloroquine, boum, le gouvernement, en fait, en 48 heures, top chrono, non, je devrais dire 24 heures chrono, agit et élimine la chloroquine de la course. Et puis, dans la semaine qui a suivi, on a un retour en fait complet avec le Lancet qui rétracte deux études, le Lancet et deux études qui sont rétractées par le Lancet et puis le New England Journal of Medicine. Et puis là, l'OMS en fait qui revient aussi sur ce qu'elle a dit. Et finalement, nous en France, ah ben non, maintenant on reste là, on attend de voir ce qui va se passer. Ça interroge, ça interroge. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce que je vois là dernièrement, c'est un message qui a été envoyé à tous les médecins, les invitant à regarder l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur l'usage des anti-infectieux dans le traitement du Covid et qui préconise qu'on ne doit pas soigner avec des antibiotiques ni des anti-infectieux. Donc voilà, donc la conclusion en fait du jour, c'est que maintenant, pour soigner le Covid, on n'a aucun médicament, à part peut-être le remdesivir, dont j'apprends qu'il y a eu une demande en fait d'AMM qui a été faite auprès de l'Agence européenne du médicament. Bon, ça, on se pose des questions en fait sur la façon dont l'approche du gouvernement et face à ces différents traitements. Et c'est là où on se demande, et je dirais, je vais conclure en fait sur l'introduction, c'est que où en est ma liberté de prescrire, moi en tant que, par exemple, médecin, et où en est en fait mon droit à être soigné en tant que malade avec tout ça. Tout à fait, parce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Finalement, si je suis malade et si j'ai été atteint du Covid, avec quoi il me soigne? Oui. Voilà. Et Voilà, on pouvait espérer là justement l'utilisation de quelques antibiotiques comme les macrolides, là, certains macrolides qui avaient justement dans leur AMM la pneumonie, donc qui pouvaient être utilisés pour le Covid. Et puis finalement, même ceux-là, on les élimine de la course. Pourquoi? En fait, moi, quand je lis ça, je me dis, mais pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on élimine ça de la course? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'on veut pas nous soigner. C'est étrange. C'est l'impression que l'on a tous, et c'est bien pour ça qu'on va en justice. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent un petit peu au-dessus des lois, protégés par leur fonction, leur pouvoir et le fait d'être poussés par Big Pharma pour le faire. Effectivement, l'histoire du Remdesivir, maintenant, je ne sais pas combien d'articles j'ai lus que le Remdesivir n'apportait rien. Oui. Et donc là, en disant que c'est l'Europe qui pousse le Remdesivir, bah, je me dis que l'Europe, elle est bien aux mains des Big Pharma. Donc en fait, ça va être passionnant à suivre tout ça dans les prochains temps. On vit quand même un moment assez fou. Euh, Moi, je ne sais pas comment on était soigné avant, quand on avait une maladie, si le médecin devait nous proposer de faire des tests ou pas, ou nous prescrire des médicaments, mais c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et puis surtout, ce qui est le plus fabuleux, c'est que nos pays à nous, que l'on croit à la pointe du progrès médical, sont ceux qui ont une létalité la plus forte et que la France est celle où il y a une létalité la plus forte. Je rappelle, létalité n'a rien à voir avec mortalité. Mortalité, c'est par rapport au nombre d'habitants dans un pays. Létalité, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de cas positifs. Et la France, là, c'est la plus mauvaise au monde. Eh bien, merci de ces bonnes nouvelles. On tiendra les pouces. J'espère qu'il y en a beaucoup qui répondront à cette première demande pour passer au tribunal. Oui, mais en tout cas, on est très soutenu. On reçoit beaucoup de documents. Et la communauté, notre équipe de 20 000, en fait, est, est vraiment ravie en fait, qu'on s'implique autant. Alors, bon, il y a une petite mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être obligé de fermer les inscriptions. Donc, probablement, en fait, alors la date n'est pas encore arrêtée, on va vous prévenir, mais a priori, ce sera peut-être le 21 juin. Ça correspondra en fait au moment où vous aurez la première gazette de réinformation. Voilà. Donc, il nous semble que bon, par la suite, si on se retrouve à avoir besoin de faire un nouvel appel, on verra. Mais pour l'instant, on estime que voilà, il vaut mieux en fait clore et faire une équipe maintenant plutôt que de laisser en fait indéfiniment les inscriptions se faire. Voilà. Je sais que ça décevra peut-être certains, mais bon, voilà, c'est un choix que nous avons fait pour le bon fonctionnement en fait de toute cette action. Non, mais après, ça peut se comprendre aussi. Je veux dire, vous êtes des avocats, vous êtes honnêtes, vous avez engagé 4 actions. Vous savez que parmi ces 4 actions, comme on l'a expliqué dans la dernière émission, il y en a qui vont, ça ne va pas juste être une action, il va y avoir appel sur appel sur appel sur appel, que ça va se terminer en long. On avait bien expliqué que là, en face, ça va être des mastodontes qui vont vouloir assécher financièrement. Là, je pense que vous avez vu que vous avez peut-être suffisamment de moyens. Et puis, si jamais vous n'en avez pas suffisamment, vous reviendrez vers nous, quoi. Voilà, c'est plus simple. Mais voilà. Plus logique. Donc, on tient les pouces, on tient les pouces. Et est-ce qu'il va y avoir cette année, est-ce que tu sais s'il va y avoir une trêve judiciaire? Parce que souvent en été, il y a une trêve judiciaire, mais là, avec le Covid, est-ce qu'il va y avoir une trêve judiciaire ou... Oui, de toute façon, alors ce qu'on appelle en fait les vacations judiciaires. Oui, bah, comme chaque année, oui, il va y avoir ça, mais ça change rien. Je dirais que les difficultés qu'on rencontre ici, c'est plutôt en fait le besoin pour les juridictions de pouvoir traiter tous les dossiers qui ont été bloqués pendant la période du Covid. Voilà, pour les nouveaux, voilà, ils vont être traités en temps et en heure. C'est plutôt ceux qui ont pris du retard à cause de la période de confinement. Faut résorber tout ça, mais ça vient au fur et à mesure. Hein. Bon, je vous avouerai qu'il y a un peu des couacs quand même dans les juridictions. Niveau de l'organisation, les pauvres, c'est pas évident. C'est clair, Mais, c'est clair. Mais au niveau Conseil d'État, je pense qu'il y en a beaucoup moins que par rapport à des juridictions classiques. bah de fait, le Conseil d'État, ils n'ont pas vraiment fait de confinement, on va dire, parce que vu le nombre de référés qu'ils ont dû traiter, je ne suis pas sûre qu'ils aient vécu les choses comme un confinement, comme un arrêt de leur activité, bien au contraire. Eh ben, c'est top. Eh ben, on suivra ça. Dès que vous avez des nouvelles, vous repassez. Il n'y a aucun Oui, souci. parce qu'il y aura de toute façon au mois de juin, il y aura une seconde action probablement qui sera lancée. Voilà, on vous en dira plus
dès que ce sera prêt. Génial. Et moi, je dois vous dire que pour avoir souvent Séverine au téléphone, ça bosse très, très dur. Hein, puis ça se voit aux petits yeux. Oui, Merci Séverine. On est obligé de faire des émissions la nuit. la nuit pour la passer le lendemain, parce que maintenant, on peut vous le dire, c'est la nuit. Et on la passera le lendemain, parce que je n'ai pas le temps de faire le montage. Voilà. Bien, merci Séverine. Avec plaisir. À très bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye.